Bonjour, finance d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Merci de faire un like, de s'abonner à ma chaîne. On commence donc le 8e chapitre. On a vu un chapitre qui concerne les sciences de l'actuariat et on a tiré les principales équations des mathématiques financières utilisées par le directeur financier. L'essentiel, c'est juste l'essentiel. Il faut se référer au chapitre 6. On a vu, chapitre 7, la notion de capital investi et capital utilisé. Et dans ce chapitre, on va encore creuser davantage. Et comme vous avez remarqué, on a commencé dès le premier chapitre, peu à peu. Donc chaque fois, on introduit une notion plus complexe que l'autre. Et ici, on entre dans le vif du sujet. Vraiment, c'est un chapitre très technique parce que seuls les financiers qui ont une formation comptable assez poussée, qui peuvent vraiment bien comprendre ce chapitre, parce que là, c'est très technique et c'est tout à fait normal pour un financier. Il doit comprendre comment transformer les produits et charges en flux. Comment ces produits, ces recettes, c'est pas une recette, c'est des ventes. Est-ce qu'une vente, si on a vendu un produit, est-ce qu'on a encaissé, est-ce qu'on a le produit de la vente en argent dans la caisse ou dans la banque? Ça, c'est pas confirmé, parce que la vente peut être à crédit. J'ai des ventes à crédit, j'ai des ventes à comptant, au comptant. Et comment, à partir du bilan, de l'état de flux de trésorerie principalement et de l'état de résultat principalement, tirer des conclusions concernant la transformation des bénéfices en cash. Voilà, les produits et les charges qui donnent des bénéfices, comment le transformer en argent. Et on va démontrer, il faut se concentrer dans ce chapitre, parce que c'est un chapitre qui était très délicat et très technique. L'approche des bénéfices et du cash flow ont une certaine similitude. Un homme qui réalise des bénéfices finira par avoir du cash. Et un homme qui réalise des pertes finira par ne pas avoir du cash. On va donc réconcilier entre les deux approches. Premièrement, analyse des recettes et dépenses d'une perspective de cash flow. Les recettes d'exploitation. Les recettes peuvent ne pas correspondre aux ventes de l'entreprise. En effet, les clients peuvent avoir un certain délai de grâce. Les ventes de fin de période peuvent être encaissées au début de la période qui suit. Donc, vente de l'année N, moins augmentation du compte client, plus réduction du compte client. Recettes d'exploitation. Les recettes, ce n'est autre que les ventes. Les ventes, tu vas retrancher l'augmentation du compte client. Tu vas le déduire parce que tu as donné une délai de grâce, donc tu n'as pas encaissé le produit de la vente. Et la réduction du compte client, ça, c'est de l'encaissement. Tu as encaissé tant que le compte client s'est détérioré, il a baissé, donc tu as encaissé de l'argent. Voilà le principe. Donc, vous allez prendre votre vente, le stock 1 de vente, le compte client de début de période, plus ce que tu as vendu, et tu te retranches ce que tu as gardé à la fin
au 31-12 comme compte client. Et ça, c'est vos encaissements. Changement de l'inventaire de stock de produits finis et produits en cours. La différence entre les ventes et la production est ajustée par le stock. Vente de l'année N est égale stock de N-1 plus production moins stock N. Voilà. Qu'est-ce que tu as vendu cette année? Du 1er janvier jusqu'au 31-12, tu as vendu le stock de départ de l'année précédente. D'accord? N-1, tu l'as vendu bien sûr. Et votre production, tu l'as vendue. Et ce que tu n'as pas vendu, c'est votre inventaire de stock au 31-12. Tu devais le retrancher. Et vous avez votre vente. Autrement dit, la production n'est autre que la vente, plus le stock N, moins le stock N-1. La production de la période est la somme des ventes plus la variation de stock, stock 2 moins stock 1. De ce fait, cette variation va être intégrée afin de faire le délavage des coûts engendrés mais encore stockés. Les coûts d'exploitation. Les coûts d'exploitation diffèrent des paiements d'exploitation. Paiement d'exploitation est égal coût d'exploitation déduction faite des amortissements plus réduction compte fournisseur, moins augmentation compte fournisseur, plus augmentation de stock, moins réduction de stock. Voilà, ici, il faut comprendre un principe très important. Lorsqu'on dit vente et on dit coût, on fait référence au résultat de l'entreprise. Mais lorsqu'on dit stock, client, fournisseur, c'est quoi stock, client, fournisseur? C'est le besoin en fondement. Et voilà la relation. Si vous avez compris cette relation entre la réalisation des bénéfices et comment se transforme, ou bien comment se crée et se transforme le BFR de l'entreprise, voilà, vous avez tout compris. Les seules différences entre les produits et les recettes d'exploitation et entre les charges et les paiements d'exploitation sont les différences temporelles provenant des paiements différés, conditions de paiement et des charges différées, variations de stock. Le montant total des écarts temporels entre produits et charges d'exploitation et entre recettes et paiements d'exploitation peut ainsi se résumer comme suit pour les comptes de résultats par nature. Voilà, c'est le tableau grâce auquel on obtient notre état de flux de trésorerie d'exploitation. Notre flux de trésorerie d'exploitation, il est calculé de cette manière-là et il est calculé tout simplement par l'ajustement de la variation du besoin en fondement. Comment? Donc, dans la première colonne, on met état de résultat par nature, notre chiffre d'affaires, plus la variation de stock de produits finis, bien sûr, moins les charges d'exploitation, les amortissements, les provisions et les pertes de valeur, sur immobilisation, on obtient notre résultat brut d'exploitation, le RBE ou l'EBITDA, c'est-à-dire Earning Before Interest Tax Depreciation et Amortization. C'est le résultat brut. Ce n'est pas le résultat d'exploitation, c'est le résultat brut d'exploitation. Le RBE, l'EBITDA. Et dans la deuxième colonne, on a la différence. Le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? Le chiffre d'affaires, il a l'encours client, on doit l'ajuster. Pour le rendre en encaissement, on va donc retrancher la variation de l'encours client. Retrancher, c'est-à-dire on ajoute, si on retranche la variation, c'est comme si on a retranché le stock 2, le client 31-12, et on a ajouté le client du débit d'exercice. On obtient nos recettes d'exploitation, c'est-à-dire nos encaissements. Variation des stocks de produits finis et des encours, variation des stocks de produits finis et des encours. Donc on a zéro. Ça n'a aucune incidence. La variation, une variation n'a aucun incident pécunier, monétaire.
en liquidité. Donc, on a sur l'état de flux de trésorerie, à droite, dans la troisième colonne, c'est le résultat est zéro. Charges d'exploitation, excepté les amortissements, les provisions et les pertes de valeur. Pourquoi excepté les amortissements? Parce que les amortissements, c'est des charges non décaissables. Lorsqu'on fait l'amortissement des biens, c'est une dépense, certes, qui s'inscrit au compte de résultat, mais elle n'est pas matérialisée par une sortie d'argent. Même chose pour la provision, même chose pour les pertes de valeur sur l'immobilisation. On n'a pas, lorsqu'on a évalué une immobilisation, on a passé une perte de valeur, réellement, on n'a pas décaissé d'argent. Donc, pour la différence, c'est la variation du compte fournisseur, bien sûr, c'est ça les charges, donc les fournisseurs. On retranche la variation, même chose. On retranche l'information comme si on a déduit le F2, le fournisseur a fait d'exercice, et on a ajouté le F1, les fournisseurs d'exercice. On obtient nos dépenses d'exploitation ou décaissement. Puis, on a la variation de stock de matières premières et de marchandises pour la revente. S2, moins 1, moins S1. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui a été stocké. Ça, c'est de l'argent qui a été stocké. On doit l'ajouter. Et c'est ça, c'est quoi? Variation en cours, variation de produits finis et en cours, variation du compte client, variation de stock et variation du fournisseur. Ça, c'est quoi? C'est la variation du BFR. C'est le BFR. Donc, résultat brut d'exploitation, l'RBE, l'EBITDA, si on retranche la variation du besoin en fournement du RBE, on obtient notre flux de trésorerie. C'est quoi? C'est réellement comme si vous dites, voilà, j'ai une variation de mon besoin de fonds de roulement de 100 000 dinars. J'ai réalisé 200 000 dinars de bénéfices et d'EBITDA, de RBE. Réellement, j'ai réalisé 200 000 dinars de RBE, mais j'ai mis dans le business de l'entreprise, dans l'exploitation, dans son fonds de roulement, son besoin de fonds de roulement, j'ai mis 100. Donc, mon flux de trésorerie d'exploitation, il est 200 moins 100. Et ça fonctionne comme ça. Les lecteurs avertis auront remarqué que les éléments de la colonne centrale du tableau ci-dessus sont les composantes de la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation entre deux périodes. Sur une période donnée, la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation représente un besoin ou une source de financement qui doit s'ajouter ou soustraire aux autres besoins ou ressources de financement. La variation du besoin en fonds de roulement explique la différence entre l'EBITDA et le cash flow opérationnel ou flux de trésorerie d'exploitation. S'il est positif, il représente un besoin de financement et nous parlons d'une augmentation du fonds de roulement d'exploitation. S'il est négatif, il représente une source de fonds et nous référons à une réduction du fonds de roulement d'exploitation. La variation du besoin en fonds de roulement ne représente qu'un simple décalage temporel entre le solde des flux de trésorerie d'exploitation, cash flow d'exploitation, et la richesse créée par le cycle d'exploitation, l'EBITDA. Comme nous le verrons, il est important de se rappeler que les différences temporelles ne sont pas nécessairement petites, d'importance limitée, courtes ou négligeables de quelque manière que ce soit. L'analyse de l'évolution du fonds de roulement est l'un des piliers de l'analyse financière. Le CAPEX. Le CAPEX n'a pas d'influence sur la richesse de l'entreprise puisqu'il n'a aucun effet ni sur les charges ni sur les produits immédiats de l'entreprise. Par contre, il a un effet sur le cash flow. D'un point de vue de cash flow et de revenus, le CAPEX n'a aucune influence sur le résultat, sauf en ce qui concerne les amortissements et les plus ou moins values réalisées lors de sa revente. Aucun impact sur la trésorerie. Par contre, on voit son impact direct sur l'état de flux de trésorerie lors de son achat ou de sa revente à la fin de la période de son utilisation. Aucun impact sur le compte de résultat.
Le financement. Le financement n'apparaît sur le compte de résultat que par le biais des intérêts par les pays sur les emprunts. Donc, les emprunts sont une source de diminution de richesse. Il apparaît dans l'état de trésorerie en cas d'augmentation de capital ou de contraction de nouveaux emprunts en ressources et en emploi lors de remboursement des emprunts, des réductions de capital et de distribution de dividendes. Nous pouvons maintenant terminer notre tableau et passer des bénéfices à la diminution de la dette nette. Voilà. Donc, c'est un tableau assez complet et qui résume tout ce qu'on a dit et il va au-delà pour calculer la dette nette de l'entreprise. Donc, on est arrivé dans le tableau précédent jusqu'au l'EBITDA. Moi, les amortissements, provisions et pertes de valeur sur les immobilisations est égal au résultat avant impôt, l'EBIT. L'EBIT, c'est le résultat d'exploitation dans la comptabilité tunisienne, inspiré largement des GAP américains, les GAP américains. Moins charge financière nette des produits, bien sûr, financiers, moins impôt sur les sociétés, et on a notre résultat net. Maintenant, on a la différence. Notre EBITDA, on a notre variation, comme on a vu, de besoin en fonds de roulement, égale flux de trésorerie d'exploitation. Puis on a acquisition d'immobilisation, capital, notre CAPEX, le capital expenditure, ce qu'on a payé en investissement, plus les cessions, si on a cédé un bien d'immobilisation, plus amortissement, provision et perte de valeur sur les immobilisations, charges non déductibles. Donc ici, on a le flux de trésorerie d'exploitation au troisième colonne, moins l'acquisition d'immobilisation. Ici, on a moins et plus pour les amortissements. Aucun impact sur l'état de flux, bien sûr, c'est zéro. Est égal résultat avant impôt. C'est quoi? C'est le free cash flow. C'est le free cash flow, on a parlé de ça. Donc, l'état de flux de trésorerie d'exploitation, moins l'acquisition, plus les cessions, c'est notre free cash flow. Avant impôt, moins charge financière nette des produits financiers, et moins notre impôt. Et ici, au milieu, la différence, on a de produits des émissions d'actions ou d'augmentation, c'est-à-dire c'est une source de financement. On a ou bien une augmentation de capital, ou bien donc une augmentation de capital, bien sûr. Et voilà notre produit des émissions d'actions ou augmentation de capital. Remboursement d'actions ou réduction de capital, bien sûr, on peut rembourser des actions. Et là, on a un remboursement d'actions ou réduction de capital. On peut payer des dividendes. Là, dans l'état de flux de trésorerie, on a des dividendes. Résultat net, total de la colonne. Ça, on fait le total de la colonne différence. On trouve notre baisse de la dette nette. Si vous prenez votre état de flux de trésorerie d'exploitation, moins le CAPEX, pardon, plus les cessions, vous trouvez votre free cash flow, moins les charges financières nettes des produits, moins l'impôt, moins les produits, plus les produits des émissions d'actions de capital, moins remboursement d'actions ou réduction de capital, moins dividendes, vous allez trouver votre baisse de dette nette. État de flux de trésorerie. Le même tableau permet d'aller dans le sens inverse et donc de comptabiliser la baisse de l'endettement net sur la base du compte de résultat. Pour ce faire, il suffit de rajouter tous les mouvements affichés dans la colonne centrale au résultat net. Et voilà. On a
résultat net, on a variation des besoins de fonds de roulement, on a acquisition d'immobilisation, CAPEX, on a plus les cessions, plus les amortissements, plus le produit des émissions d'actions ou d'augmentation de capital, moins remboursement d'actions ou réduction de capital. Moins le dividende, on a dit, égale baisse de la dette nette. Le raisonnement suivant peut nous aider dans notre tentative de classer les différents postes qui nous permettent de passer du bénéfice net à la diminution de la dette nette. Le revenu net devrait normalement se présenter sous forme de liquidité à portée de main. Cela dit, nous devons également rajouter certains coûts hors trésorerie, amortissement et perte de valeur sur immobilisation qui ont été déduits en cours de route dans le compte de résultat mais qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie pour arriver à ce que l'on appelle le flux de trésorerie. Les flux de trésorerie n'apparaîtront en trésorerie disponible qu'après prise en compte des décalages temporels liés au cycle d'exploitation mesuré par la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Enfin, les cycles d'investissement, de financement donnent lieu à des emplois et à des sources de financement qui n'ont pas d'impact immédiat sur le résultat net. Du cash flow net, du résultat net au cash flow. Comme nous venons de le voir, les amortissements, dépréciation d'actifs immobilisés et provisions sont des coûts non cash qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie d'une entreprise du point de vue du flux de trésorerie et ne sont pas différents du résultat net. Par conséquent, ils sont rajoutés au résultat net. Ces deux éléments constituent la trésorerie de l'entreprise que les comptables répartissent entre le résultat net d'une part et les amortissements et dépréciations d'autre part, selon la législation comptable et fiscale applicable. Les flux de trésorerie peuvent donc être calculés en ajoutant certaines charges non décaissées nettes de reprise sur le résultat net. Les charges financières sont mises à égalité avec les remboursements d'emprunt. S'endetter pour payer des frais financiers n'est pas la même chose que remplacer une dette par une dette. Le premier approuve l'autre, tandis que le second constitue la gestion du passif. Précisons que nous conseillons de calculer les flux de trésorerie avant toute plus-value ou moins-value sur cession d'actifs et avant éléments non récurrents. Simplement parce qu'il s'agit d'éléments non récurrents. Les flux de trésorerie ne sont pertinents dans un tableau de flux de trésorerie que s'ils ne sont pas rendus artificiellement volatiles par l'inclusion d'éléments non récurrents. Pardon. Le cash flow n'est pas un concept aussi pur que l'EBITDA. Cela dit, un lien direct peut être établi entre ces deux notions en décrivant les flux de trésorerie du compte de résultat selon la méthode descendante. EBITDA, charge financière nette du produit financier, moins impôt sur les sociétés, est égal cash flow. Résultat net, plus amortissement, provision et perte de valeur sur l'immobilisation, charge non décaissée, plus ou moins value sur cession d'actifs, plus ou moins autres éléments non monétaires, est égal cash flow. On peut le calculer de deux manières. Les flux de trésorerie sont influencés par les mêmes conventions comptables que l'EBITDA. De même, il n'est pas affecté par les principes comptables appliqués aux immobilisations corporelles et incorporelles. À noter que la méthode de calcul diffère légèrement pour les comptes consolidés, puisque la contribution au résultat net consolidé du résultat mis en équivalence est remplacée par le paiement des dividendes reçus. Cela s'explique par le fait que la société mère ne perçoit pas réellement les bénéfices de l'entreprise associée, puisqu'elle ne le contrôle pas, mais perçoit simplement un dividende. Par ailleurs, le cash flow est calculé au niveau du groupe
sont tenus compte des intérêts minoritaires. Cela paraît logique puisque la société mère contrôle et alloue les flux de trésorerie de ces filiales intégrées globalement, même si elles ne sont pas détenues à 100%. Dans le tableau de flux de trésorerie, les intérêts minoritaires dans les filiales contrôlées ne sont reflétés qu'à travers des versements de dividendes qu'elles perçoivent. La définition précédente est largement utilisée, mais fréquemment, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles et les flux de trésorerie d'exploitation sont simplement appelés flux de trésorerie par certains professionnels. Il est donc plus sûr de vérifier de quel flux de trésorerie il s'agit. Du cash flow au cash flow des activités opérationnelles. Le concept de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation n'est pas la même chose que le flux de trésorerie. Pour passer d'un cash flow à un cash flow d'exploitation, il faut s'ajuster au décalage temporel des flux de trésorerie liés au cycle d'exploitation. Cela nous donne l'équation suivante. Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation égale flux de trésorerie moins variation du fonds de roulement d'exploitation, c'est-à-dire le BFR. À noter que le terme activité opérationnelle est ici pris dans un sens assez large puisqu'il inclut les charges financières et l'impôt sur les sociétés. Autre mouvement de trésorerie. Nous avons maintenant isolé les mouvements de trésorerie issus du cycle d'exploitation. Nous pouvons donc procéder à l'affectation des autres mouvements au cycle d'investissement et de financement. Le cycle d'investissement comprend les dépenses d'investissement, acquisition de mobilisation corporelle et incorporelle, les cessions d'immobilisation, c'est-à-dire le prix auquel les immobilisations sont vendues, et non les éventuels plus ou moins values, qui ne représentent pas des flux de trésorerie, les variations des placements à long terme, c'est-à-dire les actifs financiers. Le cas échéant, nous pouvons également prendre en compte l'impact des décalages temporaires sur les flux de trésorerie générés par ce cycle, notamment le besoin en fonds de roulement hors exploitation, par exemple le montant dû à un fournisseur d'une immobilisation. Le cycle de financement comprend les augmentations de capital en numéraire, le paiement de dividendes, c'est-à-dire le prélèvement sur le résultat net de l'exercice précédent, et les rachats d'actions, variation de l'endettement net résultant du remboursement des emprunts, court, moyen et long terme, des nouveaux emprunts, des variations des valeurs mobilières de placement à court terme et des variations de la trésorerie et équivalents. Merci pour votre attention et bonne journée. Et n'oubliez pas de